d'ici et d'ailleurs. Bienvenue dans l'épisode 19 de Frenchlang. Aujourd'hui, je vous emmène dans un de ces moments où la vie, sans prévenir, vous place exactement là où il fallait être. Quand le hasard fait bien les choses, un de ces hasards qu'on n'oublie jamais. Je n'étais pas au courant, je ne savais rien de particulier. D'ailleurs, ce que je voulais avant tout, c'était fuir la chaleur écrasante de l'été et me réfugier pendant un mois au pied de la plus grande chaîne de montagnes du monde, l'Himalaya. Rien n'était vraiment prévu et Sakuba m'avait déjà appris à m'y faire. Et pourtant, ce jour-là, le 6 juillet 2025, sans le savoir, j'allais me retrouver dans l'une des célébrations les plus importantes de l'année 2025. Mais avant d'arriver là, il faut d'abord vous raconter comment tout a commencé. Comme toujours, la transcription gratuite de cet épisode vous attend sur frenchlang.fr et si vous aimez voyager avec moi, abonnez-vous sur votre plateforme préférée. C'est ma deuxième fois en Inde en une année. Et cette fois-ci, pas question de replonger dans les grandes villes bondées et chaotiques. Pas question non plus de cramer sous le soleil pendant tout l'été. Comme mon vol retour pour Paris partait de New Delhi, je ne voulais pas m'aventurer trop loin. Alors, depuis Manille, j'atterris à New Delhi et sans traîner, je file directement vers le nord en direction de Dharamsala, au pied de l'Himalaya. Sauf que rien dans ce voyage n'allait rester banal très longtemps. Côté logement, j'avais dégoté un co-living en ligne perché dans une petite ville non loin de Dharamsala pour avoir un espace où donner mes cours de français. Je me suis dit, pourquoi pas, je tente le coup. En arrivant, première surprise. Dharamsala n'a rien à voir avec les autres villes d'Inde où j'ai voyagé. Ici, pas de klaxon à n'en finir, pas d'embouteillage interminable, l'air est frais, il pleut souvent, les rues sont calmes. Quelque chose de différent flotte dans l'atmosphère, quelque chose de plus simple, de profond presque. Partout autour de nous, des silhouettes vêtues d'un long tissu grenat, rehaussé d'une touche de jaune. Crâne rasé, hommes, femmes, comme enfants, tous dans la même tenue. Curieux, non? Mais ce n'était pas comparé à ce qu'on a découvert en entrant dans la ville. Des affiches partout, sur chaque mur, chaque vitrine, chaque poteau. Et sur ces affiches, toujours le même visage souriant, celui qu'on a tous croisé au moins une fois à la télévision ou dans un livre. Un vieil homme avec de grandes lunettes drapé dans une robe bordeaux. Le Dalai Lama. Avec mon compagnon, on s'est arrêté, on s'est regardé et, histoire d'en avoir le cœur net, on a interrogé quelqu'un dans la rue. On nous a répondu, c'est son anniversaire, son 90e anniversaire. Et là, on a compris qu'on était tombé, sans le savoir, en plein cœur de quelque chose de bien plus grand que nous. Mais avant de vous raconter ce qu'on a vécu ce jour-là, il faut faire un petit détour historique, parce que pour comprendre l'ampleur de ce qui se préparait autour de nous, il fallait d'abord comprendre qui était cet homme et surtout, pourquoi il vivait ici en Inde, à des milliers de kilomètres de chez lui. Dans les environs, justement, se trouve un musée qui raconte cette histoire. On peut même y voir des images d'archives datant des années 40, une époque où le Tibet, comme la Palestine d'ailleurs, existait encore en tant que territoire indépendant. Le Dalai Lama s'appelle de son nom civil Tenzin Gyatso, né le 6 juillet 1935. Il fut reconnu à l'âge de 2 ans, oui, 2 ans seulement, comme le 14e Dalai Lama, identifié comme la réincarnation de son prédécesseur. Chef spirituel et politique des Tibétains, il incarne, depuis toujours, quelque chose qui dépasse largement sa seule personne. La réincarnation, dans la tradition bouddhiste tibétaine, est l'idée que l'âme d'une personne décédée revient dans un nouveau corps. Le Dalai Lama est considéré comme la réincarnation de tous ses prédécesseurs, une lignée spirituelle qui remonte à des siècles.
Au début des années 1950, l'armée chinoise entra au Tibet. Quelques mois plus tard, un accord fut signé entre les deux parties et le Tibet fut intégré à la République populaire de Chine. Pendant les années qui suivirent, le jeune Dalai Lama tenta de trouver un terrain d'entente avec les autorités chinoises. Mais en 1959, la situation devient intenable. Il n'eut plus le choix. Il s'enfuit à pied, à travers l'Himalaya, dans le froid et le danger. Il arrive en Inde et c'est ici, à Dharamsala, qu'il pose ses valises pour de bon et que des milliers de Tibétains le suivirent, laissant tout derrière eux pour rester à ses côtés. Depuis plus de 60 ans, il vit ici, dans cette montagne indienne, loin, très loin de chez lui. L'exil, c'est le fait d'être forcé de quitter son pays sans pouvoir y retourner. Pour des raisons politiques, religieuses ou de sécurité. Une personne en exil s'appelle un exilé ou une exilée. Le Dalai Lama vit en exil depuis 1959. Aujourd'hui, la relation entre la Chine et l'Inde sont vraiment sous tension. Par exemple, il est impossible d'utiliser TikTok puisque c'est une application chinoise en Inde. Son utilisation est bannie. En 1989, le Dalai Lama reçoit le prix Nobel de la paix dédié à la non-violence et au dialogue. Et ce 6 juillet 2025, donc, cet homme s'apprêtait à fêter ses 90 ans, entouré de ses fidèles, de ses moines et, sans même le savoir, de moi. Je tiens quand même à préciser une chose, histoire de ne pas tomber dans l'idéalisation béate. Comme beaucoup de personnalités publiques, le Dalai Lama n'échappe pas à la polémique. Et certains de ses propos passés, notamment sur les femmes ou quelques comportements envers des enfants, ont suscité de vives critiques. Et à juste titre. Ce qui m'intéresse ici, ce n'est donc pas tant l'homme que le symbole qu'il représente, celui d'un peuple entier, arraché à sa terre, et qui continue malgré tout, contre vent et marée, à faire vivre sa culture à des milliers de kilomètres de chez lui. Et ce peuple, on allait le découvrir de la manière la plus inattendue qui soit. Le monastère de McLeod-Ganj, juste au-dessus de Dharamsala, est en quelque sorte le cœur battant de cette communauté tibétaine en exil. C'est là que les psalmodies des moines résonnent depuis l'aube et que les drapeaux de prière colorés claquent dans le vent des montagnes. Ce jour-là, autant dire que le monastère était pris d'assaut. Des Tibétains en tenue traditionnelle, des moines en robe bordeaux, des touristes venus des 4 coins du monde. On a même croisé 4 Américaines qui avaient pris l'avion spécialement pour l'occasion. Quand on leur a dit qu'on n'était pas au courant de l'anniversaire et qu'on était là pour le plus pur des hasards, elles ont éclaté de rire. C'est une coïncidence magnifique, a lâché l'une d'elles. Mais avant de pouvoir assister à quoi que ce soit, il a fallu d'abord survivre à la queue. Et là, mes amis, accrochez-vous. On est arrivé 4 heures. 4 heures avant le début de la cérémonie. Et apparemment, ce n'était pas suffisant. Très vite, la file d'attente s'est transformée en véritable mêlée. Les gens poussaient de tous les côtés. On était entassés comme des sardines, impossible de respirer tellement il faisait chaud. Et pour ne rien arranger, un groupe d'adolescents, habillés eux aussi en robe de moine, jouait des coudes pour passer devant tout le monde. Je m'étais naïvement dit qu'avec une tenue pareille, il serait peut-être un peu plus sage. Eh ben non, robe ou pas robe, un ado reste un ado. À un moment, j'ai fini par sortir de la file pour faire le tour du monastère, histoire de voir s'il n'existait pas une autre entrée, quelque part par miracle. Et juste au moment où on s'apprêtait à abandonner, une porte extérieure s'est ouverte. Les gens ont commencé à s'y précipiter. On s'est jeté dans cette nouvelle file sans réfléchir. Et enfin, après tout ça, on est entré. À l'intérieur, le contraste fut saisissant. On a enfin pu voir la cérémonie et bien sûr le Dalai Lama. Il y avait dans ce moment quelque chose d'indéfinissable. Une présence, une légèreté, une énergie presque enveloppante.
qui nous a portés directement vers une forme de calme, surtout après tout le chaos qu'on venait de traverser, comme un silence après la tempête. Nous n'avions pas le droit de prendre des photos, seules les personnes accréditées, comme la presse, en avaient l'autorisation. Mais j'étais suffisamment proche pour observer son visage, ses expressions et chacun de ses gestes. Pendant la cérémonie, il répéta plusieurs fois, presque en riant. « Je ne suis qu'un simple moine bouddhiste, d'habitude, je ne participe pas aux célébrations d'anniversaire. » La foule a ri. Et puis, cerise sur le gâteau, Richard Gere, oui l'acteur, est monté sur scène pour prononcer un discours. Surréaliste, magnifique, même peut-être tout simplement parce que c'était en anglais et enfin je comprenais et que Richard Gere est, il faut bien le dire, très très beau. La cérémonie terminée, on aurait pu repartir sur cette image-là, mais ce serait aussi passer à côté de l'essentiel. Car ce qui m'a frappé, ce qui m'a marqué finalement, tout autant que la cérémonie elle-même, c'est tout ce qu'on a découvert autour. Une culture tibétaine, bien vivante, présente, résistante, malgré tout. Pendant les festivités, des groupes dansaient dans les rues. Les femmes portaient le chuba, une robe traditionnelle tibétaine, longue, souvent en soie ou en laine, nouée à la taille avec un tablier coloré et rayé. Les couleurs étaient vives, les tissus brodés avec soin, élégants tout simplement. Et puis, il y a eu les momos, mon coup de cœur absolu de ce voyage. Les momos sont des dumplings tibétains, des petits chaussons de pâte farcie à la viande ou aux légumes, cuits à la vapeur ou frits. Ils ressemblent un peu à des raviolis. À Dharamsala, on en trouve partout, servis avec une sauce orange écarlate épicée qui réveille tout le palais. On en mangeait tous les jours, sans exagérer. Mais au-delà de la nourriture, et croyez-moi, ce n'était pas rien. Ce qui m'a le plus frappé dans cette communauté tibétaine en exil, c'est sa vitalité. Ces gens ont tout perdu, leur terre, leur maison, parfois leur famille. Et pourtant, ils ont reconstruit quelque chose ici, à des milliers de kilomètres de chez eux. Comme si l'exil, finalement, n'avait pas réussi à effacer ce qu'ils étaient, n'avait pas réussi à effacer leur identité. Et cette histoire, justement, ne s'arrête pas là, parce qu'il y a encore un dernier rebondissement à vous raconter. Après les célébrations, j'ai appris quelque chose qui m'a littéralement laissé sans voix. Le Dalai Lama est accessible, vraiment accessible. On peut lui écrire, on peut demander à le rencontrer, on peut même obtenir une audience publique avec lui. Alors, sans trop y croire, j'ai tenté le coup. J'ai envoyé un mail. 2 jours plus tard, en 2 jours seulement, j'ai reçu une réponse. Il pouvait me recevoir en septembre. Sauf qu'en septembre, je serais déjà rentrée à Paris. Nos agendas ne se croisaient pas. J'ai répondu, j'ai remercié chaleureusement et j'ai écrit que j'espérais bien le revoir lors d'un prochain voyage. Je ne l'ai donc pas rencontré, mais j'ai reçu une réponse. Et ça en dit long sur cet homme, 90 ans, chef spirituel de millions de personnes, prix Nobel de la paix. Son cabinet a quand même pris la peine de répondre à mon mail, un mail d'une voyageuse étrangère qui ne connaît absolument pas. En repensant à ce voyage, ce qui m'a touché le plus au final, ce n'est pas la cérémonie en soi, ce n'est ni Richard Gere, ni même les momos. C'est le hasard. On avait choisi Dharamsala pour un co-living pas trop cher, perdu sur une montagne, simplement pour échapper à la chaleur. Sans savoir, sans chercher vraiment, et on s'est retrouvés, sans l'avoir prévu une seule seconde, au cœur de l'anniversaire d'un des hommes les plus importants du monde bouddhiste, entouré de Tibétains et Tibétaines qui chantaient, dansaient, priaient. Le Dalai Lama dit souvent que le bonheur vient de la paix intérieure, que la compassion n'est pas une faiblesse, mais bien la force la plus puissante qui soit. Et ce jour-là, dans cette foule, j'ai eu l'impression d'absorber ces enseignements. Alors oui, parfois le hasard fait bien les choses. Merci d'avoir écouté cet épisode de French Langue. Prenez grand soin de vous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ciao!